Un, deux. On va commencer. Merci au public nombreux parce que c'est pas facile de récupérer et capter un petit peu de monde dans le cadre de notre organisation. Je vous rappelle que la Chambre d'agriculture, accompagnée bien sûr dans le cadre de l'organisation de ce festival par les éleveurs de l'OS Partenaise, ont souhaité mettre l'accent sur la thématique de la transmission. Et dans le cadre de nos, on va dire, animations, on a travaillé avec un certain nombre d'éleveurs qui sont confrontés à cette question de la transmission. Et pendant ces 3 jours, même si ce n'est pas toujours facile, ils se sont un petit peu... ils ont joué un peu une partie délicate. C'est qu'ils sont venus eux-mêmes présenter leur exploitation sur ce stand. Hier, on a eu 5 exploitants qui sont venus un peu présenter ce qu'ils avaient à transmettre. Et c'était assez intéressant en soi, puisque ça les a aussi confrontés à la question de l'attractivité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le stand de la Chambre d'agriculture, on a des annonces d'exploitation. Ici, sur le site répertoireinstallation.com, un bon nombre d'exploitations agricoles sont aujourd'hui dans cette question de gestion de la transmission. D'un point de vue contextuel, je rappellerai simplement 2 chiffres. Cette année, à la MSA, c'est à peu près une centaine de départs qui ont été envisagés. L'année prochaine, on va passer à 250. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on va multiplier par 2 le nombre de départs. Le département des Deux-Sèvres est un département d'élevage. 80% des installations se font avec de l'élevage. Donc, on sent bien que derrière la dynamique de renouvellement des actifs, la part de l'élevage est déterminante. Si le territoire de Gâtine est encore plus concerné, c'est que la question de l'élevage sur ce territoire prend encore plus de part dans l'installation et la transmission. Donc, ce qu'on va essayer d'aborder avec vous pendant les quelques minutes, parce que je sais que vous avez tous des emplois du temps très bien, c'est de voir comment on peut avoir une relation efficace, pertinente entre le territoire, qui lui, derrière cet enjeu-là, doit quand même se poser quelques questions, et la profession agricole qui, elle aussi, sur l'enjeu de la transmission, est peut-être confrontée à quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui. 40% des installations, aujourd'hui, se font hors du cadre familial. Ça, c'est un chiffre quand même important. Mais demain, si on souhaite maintenir l'élevage, ce n'est pas 40% qu'il va falloir avoir, c'est plus de 50%. Alors, je poserai d'abord la question à Jean-Marc Renaudot, président de la Chambre d'agriculture, c'est comment aujourd'hui la profession agricole appréhende cet enjeu de demain, quelque part sur la transmission. Aujourd'hui, on est encore dans de la prospective. On dit que ça va être compliqué, on dit que les transmissions devront se faire. Maintenant, on n'a jamais connu cette phase un petit peu nouvelle de difficulté de transmission, puisque les hors-cadres, ça ne s'installe pas quand même de la même façon que le cadre familial. Oui, Eric, effectivement, tu as cité les chiffres sur le nombre d'installations et le nombre de départs en retraite. Donc là, on était dans une période très creuse au niveau nombre de départs en retraite et donc nombre d'installations. Il faut qu'on soit attractif, il faut qu'on trouve les moyens, donc effectivement, de mettre en avant ces exploitations qui sont transmissibles et puis trouver les acquéreurs potentiels. Donc c'est par de l'information, c'est par de la formation aussi vis-à-vis des futurs candidats, qu'ils soient issus du monde agricole ou non. Et il faut être ouvert au maximum. Alors on sent bien que cette question d'attractivité par rapport aux exploitations, elle a énormément d'importance. C'est vrai que dans un cadre familial, quelque part, le repreneur, il était un peu identifié de par la filiation, fille ou fils d'agriculteur. On avait quand même des schémas qui étaient un peu tracés. Les éleveurs qu'on a reçus là pendant quelques jours et ceux qu'on côtoie au quotidien, ils ont quand même cette question, est-ce que les porteurs de projets, ils existent? Si on regarde un peu ce qui s'est passé là pendant quelques jours, on a des centres de formation, on a des lycées agricoles et eux, ils sont porteurs de ce message. Et on a quand même un certain nombre de jeunes qui sont intéressés. Maintenant, ces jeunes, on sent bien qu'ils vont avoir demain la possibilité de faire le choix. Ce qui n'existait pas quand on était le fils de son père, le choix, il était déjà tout tracé. Et là, ils vont avoir faire le choix. Ils vont avoir le choix de la production, ils vont avoir le choix de l'exploitation, et je dirais même plus qu'aujourd'hui, ils vont avoir le choix du territoire sur lequel ils vont pouvoir s'installer. Alors je poserai la question à Xavier Argenton. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur, collectivité territoriale, vous sentez que vous avez la possibilité d'attirer ces jeunes porteurs de projets sur ces exploitations d'élevage de Gâtine?
Oui, merci beaucoup de cette question, parce que c'est vrai qu'à la limite, parfois les collectivités se sentent un petit peu dégagées par rapport à un secteur qui a été naturellement organisé, régulé. Comme vous disiez, les transmissions se faisaient dans le cadre familial. Et c'est vrai qu'on arrive, je pense, à une vraie mutation. Et moi, je voudrais faire état de mon expérience personnelle sur cette mutation du monde agricole ou de l'élevage que j'ai connu, puisque moi j'ai été élu la première fois à Parthenay au début du 21e siècle, c'est-à-dire en 2001. Et c'est vrai que la situation parthenaysienne ou de la Gâtine était assez particulière par rapport à ce qu'elle était avant. Puisque en 99, on avait connu l'abattoir qui venait de fermer. Le marché en fait était tantôt pour des raisons sanitaires ouvert, tantôt fermé pour les mêmes raisons sanitaires. C'était l'ESB, c'était la vache folle. Donc on s'est posé la question de savoir, est-ce que l'élevage c'est un secteur économique ou pas? Est-ce que c'est toujours un secteur économique porteur? Et à cette question, les élus de la communauté de communes, parce que c'est une compétence de la communauté et non pas de la mairie, mais de la communauté de communes, ont répondu positivement. Donc on s'est dit comment faire pour que ce secteur économique primaire puisse redevenir attractif, en tout cas ne pas perdre ses chances de pouvoir l'être, et comment un territoire, comment une collectivité peut favoriser le développement d'un secteur économique. J'insiste sur ce mot de secteur économique parce que je pense qu'on a été un peu, je dirais, élevé dans un contexte, sans faire de jeu de mots, sur le fait que l'agriculture, ça se passait normalement et qu'il n'y avait pas forcément d'intervention des collectivités de premier rang, les collectivités locales. Et bien au contraire, je pense que ce monde en mutation, nous, on a fait le choix de l'accompagner. Et donc, après avoir vu tous les interlocuteurs, chambres d'agriculture, syndicats agricoles, négociants, éleveurs, distributeurs, on s'est dit c'est une vraie chance pour notre territoire de repartir sur quelque chose de différent, compte tenu du fait qu'on va dire que la filière agroalimentaire, au début de ce 21e siècle, était quasi moribonde, le marché fermé, l'abattoir fermé. Donc tous les outils, en quelque sorte, de commercialisation, de transformation n'existaient plus. Donc à partir de là, une fois qu'on a lancé cette grande concertation, on a eu, pour donner mon impression globale, des acquiescements, oui c'est bien, vas-y, mais assez dubitatifs, en disant tu sais ce sera plus comme avant, c'est très difficile, donc tiens, en fait on n'y arrivera pas. Et je dois dire que l'ensemble des autres collectivités, que ce soit département, État, région, ont bien suivi cette volonté politique de la communauté de communes, puisqu'on a été accompagné dans le cadre du pôle d'excellence rurale ici. On a été accompagné pour mettre en place un nouvel abattoir sur Châtillon-sur-Thouet, et on est toujours accompagné par ces mêmes collectivités pour ouvrir avec la CAVEB donc un atelier de troisième et de quatrième transformation. Alors tout ça pour vous dire que, je pense qu'il faut être conscient, enfin en tout cas nous c'est notre démarche intellectuelle on va dire, qui était de dire l'agriculture c'est un vrai secteur économique. 2, il faut organiser le territoire de manière peut-être un petit peu différente de ce qu'elle était autrefois, c'est-à-dire avec, une fois qu'on a vérifié qu'il y a de l'élevage, une fois qu'il y a un bassin de production, une fois qu'on s'est lancé dans la construction d'outils de transformation, après il faut aussi tenir compte des modes nouveaux de consommation. Donc c'est ce qu'on appelle des contraintes environnementales ou un encadrement qui est parfois, je sais qu'il y a beaucoup de discussions actuellement sur toutes ces normes, sur toutes ces contraintes administratives, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Et puis le dernier point, en 2003, on s'est engagé fermement aux côtés de la PVP pour obtenir le label rouge. Parce qu'on s'est dit, si on a le bassin d'élevage, si on a les outils de transformation, si on a une volonté politique de rendre attractif notre territoire, il faut pouvoir en faire parler et faire parler autour d'une marque. Et cette marque, on a fait le choix, c'était normal pour Parthenay, c'était la Parthenaise. Donc on a accompagné la PVP pour l'obtention du label rouge. Donc avec cette marque de qualité, comme on fait dans la grande distribution ou quand vous rentrez dans une grande surface, vous avez ce qu'on appelle une tête de gondole. Et c'est cette tête de gondole qui vous permet après d'aller un peu plus loin dans le grand magasin. Et c'est un peu notre démarche intellectuelle qu'on a fait avec la Parthenaise, qui était de dire, il nous faut une marque de territoire qui nous permet de faire parler de Parthenay en disant ici, il y a des collectivités, parce qu'il n'y a pas que Parthenay, j'insiste sur le soutien aussi des autres collectivités. Il y a d'autres collectivités qui se sont mobilisées autour d'un secteur économique. Et si vous êtes jeune, si vous voulez vous installer, vous savez qu'il y aura
un territoire dans lequel vous aurez un bon accueil, et puis notamment avec bien évidemment tous les consulaires et tous les... Voilà. Donc je pense que ça fait partie aussi sur ce point-là. Après, pour l'attractivité d'un territoire, il y a plein d'autres choses. Il y a les équipements sportifs, il y a le dynamisme culturel, il y a le fait que vous venez pas forcément tout seul sur un territoire, vous venez avec un conjoint, donc quel est le travail de ce conjoint, et les enfants ils vont aller où dans l'école. Donc l'attractivité d'un territoire, c'est pas que l'économie, mais ça en fait partie quand même. Alors je vais repasser la parole à Jean-Marc. C'est-à-dire que là, quand on décrit, disons, un territoire attractif avec ces critères-là, on sent bien que, quelque part, la question, au moins, elle a été posée et qu'on cherche à y répondre d'une certaine façon. Après, quand on revient au niveau des exploitations, là, j'ai un exemple. J'ai quelques exploitations qui sont là inscrites au répertoire. Bon, c'est vrai que c'est assez réducteur comme terme, mais on a canton de Niort, localisation Pays de Gâtine. C'est vrai que derrière ces annonces-là, on n'arrive pas à retrouver, à la rigueur, ce qui peut aussi être un élément d'attractivité par un territoire. Et je rebondirai par rapport à des discussions qu'on a pu avoir avec des éleveurs. Ce que vous dites, c'est très bien, on le sent bien, mais on ne sent pas encore le message approprié par la famille agricole. Aujourd'hui, pour un agriculteur de Gâtine, il va encore chercher des sources d'attractivité sur son exploitation, sur la base d'activités économiques, de taille d'exploitation, de j'élève des partenaises. Mais dès qu'on essaye de toucher d'autres critères comme le fait d'avoir des services à proximité, d'avoir un secteur amont et aval assez dynamique, eh bien c'est nettement plus flou, quoi. On reste encore dans une attractivité, on va dire, très professionnelle, qui, quand on essaye de toucher des gens de l'extérieur qui ne savent pas obligatoirement où c'est la Gâtine ou ce que c'est une partenaise, c'est pas toujours évident. Alors j'aimerais savoir comment, au niveau d'une chambre d'agriculture, on va, ou au niveau de la profession agricole, on va réussir à sortir un petit peu de nos schémas d'attractivité qui sont simplement l'économie, voire la technique sur une exploitation. Alors effectivement, l'attractivité, comme tu l'as dit, ça se faisait sur la technique, sur les exploitations de tailles différentes. Aujourd'hui, la preuve en est, Internet fait partie aussi des outils que l'on utilise, et le message, il faut qu'on le passe en dehors du secteur agricole. Alors, il y a des passerelles qui sont faites avec les lycées, qu'ils soient d'enseignement public ou les maisons familiales. Il faut aller au plus près des futurs candidats, parce que c'est là qu'on aura aussi nos futurs exploitants. Il faut s'ouvrir, communiquer. Alors le lien, il peut être local, mais aussi les gens peuvent venir de l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il faut être suffisamment ouvert et trouver tous ces futurs installés. Après, on y avait travaillé lors de l'ancienne mandature, c'était aussi par rapport aux sortants, aux cédants. C'était comment préparer aussi sa succession, sa transmission. Parce qu'on propose à partir de 55 ans, on propose aux agriculteurs de faire une formation sur comment transmettre. Parce que si on se pose la question la veille du départ, j'allais dire, c'est quasiment trop tard. Il y a des choses qui n'ont pas été assez bien assimilées. Tandis que si c'est préparé 5, 6, 7 ans à l'avance, on maintient le cap sur l'activité agricole, on développe l'exploitation, elle a une valeur économique, mais elle dégage surtout du revenu. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et ça fera partie, là aussi, des critères qui seront intéressants pour les futurs repreneurs. Alors, disons, dans la contribution collective sur l'attractivité d'une exploitation agricole, Jean-Marc parlait de formation de cédants. C'est quand même assez novateur dans la démarche. C'est-à-dire que préparer sa transmission, ça suppose qu'on fasse une formation et à la rigueur, qu'on fasse la même démarche quand on s'est installé. Aujourd'hui, on sent quand même que vis-à-vis des exploitants agricoles qu'on rencontre, alors qui ont 55 ans, mais quand on parle de stratégie d'exploitation agricole, on est même obligé de travailler avec des gens qui ont 54, 53, 52 ans. La question de la cessation d'activité, elle est très, très, très difficile à aborder. Et ça, on peut tout à fait le comprendre, dans la mesure où aujourd'hui, on est encore sur des forces vives. Donc, là, je rebondis sur la combinaison de tous ces facteurs-là. Aujourd'hui, la dimension stratégique ou la réflexion stratégique d'une exploitation, elle est comment faire en tant que collectivité pour
associer à la réflexion, on va dire individuelle d'une exploitation agricole, le côté un peu, bon, je suis en Gâtine et comme je suis en Gâtine, stratégiquement sur mon exploitation, peut-être que je vais pouvoir développer telle activité ou développer tel élevage ou construire mon bâtiment d'exploitation à tel endroit parce que on a une organisation spatiale qui est pertinente. Parce que, bon, là, on a beaucoup d'exploitations, on a aussi beaucoup de bâtiments d'élevage qui ne sont pas toujours à une distance, on va dire réglementaire, mais au-delà de la réglementation, il y a aussi dans ce monde dans lequel on vit, des acteurs agricoles, mais aussi d'autres activités. Et toute cette combinaison-là, on sent bien que les collectivités aussi ont sans doute quelque chose à apporter pour faire en sorte que l'attractivité des exploitations soit aussi, on va dire, mis en valeur par l'action de la collectivité. Donc là, il y a deux choses, en fait, comme élément de réponse à votre question extrêmement large. Mais la première... Premier type de réponse, c'est effectivement, on a des instruments, les collectivités, qui nous sont d'autant plus donnés qu'il y a une réforme des collectivités. Vous savez qu'il y a une loi du mois de décembre 2010 qui a incité toutes les collectivités de moins de 5000 habitants à se regrouper. Et je pense que la Gâtine, on a en partie rempli l'objectif qu'on s'était fixé, puisque Parthenay va retrouver en quelque sorte au plan territorial et administratif 3 autres comités de communes que celles de Secondigny, de Ménigout et Tenzay. Donc on va passer d'un ensemble de 18 000 habitants, qui est la communauté de communes actuelle de Parthenay, à un ensemble de 40 000 habitants. Alors ça peut paraître un peu comme ça virtuel et fictif, mais ça a un réel enjeu de développement de territoire, parce que c'est la possibilité que des mêmes élus puissent avoir une réflexion globale sur un territoire beaucoup plus vaste. Et justement faire le choix de développer plutôt telle activité économique plutôt qu'une autre. Alors c'est vrai que Parthenay était un peu à contre-courant d'être la zone urbaine et s'occuper de la campagne, mais je considérais avec mes collègues de la communauté de communes que nous avons une vocation rurale et qu'à partir de ce moment-là, il fallait s'orienter vers le développement, il faut s'orienter vers le développement de l'activité agricole. Ce pourquoi toute cette démarche-là depuis 10 ans. Le deuxième élément de réponse, c'est concernant, on va dire, tous les instruments d'organisation du territoire, que sont notamment ce qu'on appelle le SCOT et ce qu'on appelle le PLU, donc le plan local d'urbanisme, autrefois le POS, et puis le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc il y a une grande réflexion qui a été lancée là, par le pays de Gâtine, à une échelle plus large que ce que sera la future communauté de communes de Parthenay-Gâtine, mais je pense que c'est un instrument aussi à la fois de réflexion, de prospective, de donner une perspective un petit peu avec les élus du moment sur ce qu'ils veulent faire de leur territoire. Et puis aussi le plus, c'est un choix très concret. C'est-à-dire quel type d'agriculture voulons-nous ? Est-ce qu'on veut plutôt un bassin favoriser les cultures ou, si je veux caricaturer, soit la culture, soit l'élevage, hein. On sait qu'au niveau des plans locaux d'urbanisme, on peut avoir cette influence-là. Donc pour un jeune qui veut s'installer, j'imagine que c'est essentiel de savoir quelle va être la destination de l'ensemble de sa future éventuelle exploitation, quoi. Donc c'est ces deux éléments, en fait, à la fois sur les collectivités territoriales et à la fois sur l'urbanisme, hein, qui peut permettre d'influencer et de donner une vision à 10 ou 15 ans, en fait, de ce que sera le territoire qu'on est en train de gérer, quoi. Jean-Marc, la question, disons, de l'approche globale entre un territoire qui s'implique sur cette dimension plus générale de renouvellement des actifs globalement, et puis la famille agricole qui se pose cette question de renouveler en son sein des éleveurs et des agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils qui existent au niveau des collectivités et les outils qu'on essaye aussi de faire vivre au niveau de la famille agricole arrivent à converger et trouveront peut-être ensemble des solutions pour faire en sorte que des jeunes puissent mener dans de bonnes conditions des projets de reprise d'exploitation demain. Oui, effectivement, que ce soit le monde agricole, que ce soit les collectivités, il faut qu'on travaille plus de concert, qu'on partage notre ressenti et puis nos actions pour permettre justement cette attractivité et permettre le maintien de l'activité. Alors, vous avez cité tout à l'heure le PLU. C'est vrai qu'il faut que dans les différentes révisions des PLU, je prends que cet exemple, la démarche et l'expertise agricole soient faites sur quelles sont les exploitations, là où elles sont situées, celles qui vont se maintenir, celles qu'il faut protéger, celles qui
pour X raisons, n'ont pas de repreneurs, mais au moins pour celles qui ont des repreneurs potentiels, il faut le maintenir. C'est un des exemples que je pourrais citer là dans ce travail de partenariat. Très bien. Eh bien, on avait dit un quart d'heure, 20 minutes. Là, il est 25. Je crois qu'il y a d'autres échéances, notamment l'inauguration. Je vous remercie à tous les deux. C'est très gentil de venir participer et d'apporter quelques perspectives par rapport à ce qu'on vit au quotidien en termes de transmission d'exploitation. Merci.